Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Info 243. C'est votre émission critique actu pour ce numéro du jeudi 21 septembre 2023. Nous allons parler de l'actualité qui domine aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a pris parole à la 78e session des Nations Unies. Il a évoqué plusieurs questions d'actualité. D'abord, la tenue des élections générales en République démocratique du Congo d'ici fin décembre 2023, le départ de la MONUSCO ainsi que l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Je suis avec un invité que vous connaissez déjà peut-être, il est déjà passé par ces plateaux à plusieurs reprises, mais aujourd'hui il est dans une autre casquette, c'est monsieur Jamal Ousseini, bien sûr. Monsieur Jamal Ousseini, bonjour et bienvenue. Bonjour mon ami. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, moi je vais déjà vous présenter comme acteur politique aujourd'hui. Je vous ai toujours présenté comme acteur analyste des questions minières et aussi des droits humains. Aujourd'hui, Jamal Ousseini est acteur politique. C'est quoi ce changement dans la présentation? Non, en fait, vous savez, mon passage dans la société civile, ça fait aujourd'hui pratiquement 15 ans que je suis actif dans la société civile, dans la thématique mine, dont j'ai acquis le qualificatif d'expert dans les questions des ressources naturelles liées aux questions de sécurité, donc dans les zones de conflit et à haut risque. Nous avons pu acquérir une certaine expérience qui aujourd'hui nous permet d'analyser avec froideur les questions politiques. Et avec toute cette expérience, nous pensons qu'il est temps pour nous d'embrasser une carrière politique que nous espérons être très riche parce que dans notre philosophie, bien que depuis que nous étions dans la société civile, nous avons toujours mis au centre la défense des intérêts de la RDC et de son peuple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons être bien préparés, suffisamment bien outillés pour affronter la scène politique de la RDC. Donc, d'entrée de jeu, je veux dire que le président Tshisekedi a lancé la balle en votre camp parce que c'est aussi candidat, député national. Il a confirmé la tenue des élections générales en RDC en décembre. Quelle est votre part des responsabilités aujourd'hui? Parce que, bien sûr, vous avez pendant longtemps dénoncé, décrit ce qui ne marchait pas. Vous vous lancez aujourd'hui et des élections auront lieu. Quelle sera votre part des responsabilités? Qu'est-ce que vous comptez apporter comme une valeur ajoutée? D'abord, pour moi, c'est quelque chose que moi-même j'attendais, les discours du chef de l'État à la tribune de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies, parce que dans l'opinion nationale, il y avait beaucoup de tergiversations quant à ce qui concerne l'organisation effective des élections pour décembre 2023. Je pense que du haut de cette tribune, le président Félix Tshisekedi a mis fin à ces tergiversations en confirmant la tenue des élections. Il est certes vrai qu'il y a énormément de défis. Vous savez, à l'organisation d'une élection, c'est la logistique, c'est l'appropriation de tous les processus par tous les acteurs. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et je pense que la CENI comprend les défis et les attentes en fait de la population congolaise parce que le peuple congolais veut aujourd'hui changer son élite. Le peuple congolais veut le renouvellement de l'élite politique, de la classe politique congolaise. Il y a tellement de visages, il y a tellement de noms qui reviennent depuis pratiquement aujourd'hui plus de 50 ans, qui reviennent toujours. Et le peuple a besoin de changer. Le peuple congolais a besoin de nouvelles idées. Le peuple congolais a besoin... Surtout des idées, parce que les noms des personnes peuvent revenir, mais avec de nouvelles idées. Donc, naturellement, en fait, ces idées-là, elles doivent prendre forme, elles doivent prendre corps dans des politiques, des réformes profondes. Notre société a besoin de réformes profondes. Pas du colmatage, pas du saupoudrage, des réformes profondes. Parce que je peux dire que nos institutions, notre pays est malade. Et notre pays a besoin d'une nouvelle impulsion, avec une nouvelle vision qui doit l'amener vers son développement. Vous savez, la RDC elle est placée dans une situation géographique où tout le monde entier, toute la planète a les yeux rivés sur la RDC. Et la RDC doit se relever. Ce grand éléphant doit se relever et marcher.
avec une nouvelle classe politique. Parce que la classe politique actuelle, elle a déçu. Elle a déçu les attentes du peuple. Elle a déçu même la RDC. La RDC a donné tellement aux gens. La RDC a donné à ces gens, à cette classe politique. Mais en retour, elle n'a rien reçu. C'est malheureux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, nous, étant que candidats? Je ne suis pas là pour parler de ma candidature, naturellement. Je suis là pour aborder des questions d'actualité, selon l'objet de l'invitation. Mais déjà, avec notre participation dans cette scène politique aujourd'hui, nous pensons être à même, nous pensons être capables d'apporter des nouvelles idées qui peuvent impulser la vie politique, qui peuvent impulser la politique de ce pays. Nous allons revenir sur ces idées, bien sûr, au cours de cette émission, mais déjà, il y a d'autres questions qui étaient incontournables. C'est comme la guerre de prédation menée par le Rwanda sous couvert du M23 dans l'est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a été ferme à ce sujet. Il n'y aura pas de négociations avec le M23, mais peu avant, il y a Bertrand Bisimwa qui avait déjà fait une déclaration selon laquelle il ne compte plus sur les négociations de Kinshasa. Il y a eu des meetings à Kiwanja dans le retour où le M23 tente de persuader la population pour faire asseoir cette cohabitation comme si c'était déjà un territoire conquis. Qu'est-ce que vous comprenez de ce paradoxe-là? D'une part, c'est la RDC qui ne fait pas des négociations. D'autre part, il y a un cessez-le-feu qui est observé sur le terrain, il n'y a pas d'affrontement. Il y a le M23 qui s'entête. Est-ce que le discours à lui-même va suffire pour que la situation puisse changer dans l'est de la RDC? D'abord, j'aimerais fixer une chose. Bertrand Bisimwa n'est pas l'interlocuteur du président Félix Tshisekedi. D'abord, ça doit être clair. Bertrand Bisimwa, c'est un criminel. Bertrand Bisimwa est à la tête d'un groupe terroriste et il doit être considéré comme tel. Les territoires occupés aujourd'hui illégalement par le M23, c'est les territoires congolais. Et nous connaissons en fait la vérité. Et ça, Bertrand Bisimwa doit se mettre bien dans la tête. Nous connaissons que ce sont des commissionnaires. Ce sont des marionnettes téléguidées par le pouvoir du Rwanda, qui ne s'en cachent plus d'ailleurs, dont les visées sont hégémoniques, dont les visées sont de découper une partie du territoire national congolais et les rattacher au Rwanda. Car nous avons suivi des débats politiques au Rwanda où ils ont changé la rhétorique pour dire qu'ils sont dans une guerre, je précise bien, ils sont dans une guerre pour récupérer les territoires qui leur ont été ravis depuis ou faute par la conférence de Berlin de 1885. Ce qui est un gros mensonge. Mais ne dit-on pas que plus le mensonge il est gros, plus les gens ont tendance à y adhérer. Naturellement, du côté de la RDC, nous sommes conscients de ces risques-là. Donc c'est une guerre d'occupation qui doit être considérée comme telle. Et le peuple congolais dans son ensemble, même si ce n'est pas aujourd'hui, même pour les futures générations, récupérera ces terres. Mais ce que moi je dois dire aujourd'hui à toute notre population, c'est qu'on puisse se préparer à lutter pour récupérer notre terre. Voilà. C'est pour moi l'occasion de lancer un message fort à notre jeunesse, de continuer à soutenir les FARDC malgré ce qui s'est passé le 30 août en RDC, parce que nous sentons dans l'opinion un certain désarroi exprimé par notre population, notamment notre jeunesse. Mais malgré ce qui est arrivé, le mariage entre la population civile, entre la population et notre armée, doit encore s'intensifier, doit encore se solidifier. Parce que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est récupérer notre terre. Et je pense que le président Félix Tshisekedi a été clair sur la tribune des Nations Unies. Il n'y aura pas de négociations. Je ne pense pas que cette position a changé. Oui, il a été clair, mais à la veille, il a été encore plus clair parce qu'il a dit que la RDC était prête face à toute menace qui proviendrait du Rwanda. Mais vous avez dit bien sûr que Bertrand Bisimwa n'est pas interlocuteur de Félix Tshisekedi, mais sur le plan stratégique, il y a des pics de part et d'autre parce qu'il y a Bertrand Bisimwa qui s'est dit prêt à faire la guerre contre les FARDC une fois ses positions attaquées. Mais il y a les FARDC qui évoquent aussi un concept, une montée en puissance. Il y a Félix Tshisekedi qui parle des réformes au sein de l'armée et des avancées. Est-ce que vous ne voyez pas que la guerre est plus diplomatique dans les discours, mais sur le terrain, il n'y a pas de résultats et cela
au désavantage du peuple congolais de la partie orientale. En fait, comprenons une chose. La RDC s'est engagée dans des mécanismes régionaux, notamment celui de Rwanda celui de Luanda et celui de Nairobi. Oui. Voyez? L'État congolais, c'est un État responsable, ce n'est pas un État voyou. Voyez? Alors, il faut vider tous les prétextes. Aujourd'hui, les M23 se retrouvent dans une situation où ils n'ont qu'une seule option. C'est soit déposer les armes et rentrer d'où ils sont venus, soit subir le feu de FARDC. Aujourd'hui, je peux vous le dire, sans crainte de me tromper, ni d'être contredit par qui que ce soit. La puissance de feu de FARDC, aujourd'hui, une fois exercée sur l'M23, l'M23 ne résistera pas 7 jours. Et ni même le Rwanda. Du fait que le M23 refuse ni le précantonnement, ni le désarmement, ça veut dire que non, il s'érige en faux contre et le prescrit du mécanisme de Luanda et celui de Nairobi. Ce qui fait que tous les prétextes ont été vidés. Est-ce que dans un autre niveau d'analyse, on ne peut pas dire que cela prouve que ce n'est plus le M23 là comme mouvement, groupe armé qu'on a connu, mais c'est aujourd'hui le Rwanda, parce que s'il s'agissait du M23, il serait composé des fils congolais qui accepteraient de s'aligner derrière les PDDRCS. Parce qu'il y a une question qui a été posée à Kiwanja, il nous demande de partir, nous irons où? Donc ce sont ces fils congolais qui sont en train de poser ces questions-là. Mais les Rwandais, au sein du M23, ne peuvent pas poser cette question. Alors est-ce qu'au sein du M23, il n'y a pas cette confusion-là entre ces fils congolais qui ont été manipulés et ces Rwandais, les manipulateurs maintenant, qui ne veulent pas accepter que ces fils congolais intègrent le PDDRCS? Il n'y a pas de fils congolais. Au sein du M23? Il n'y a pas de fils congolais. Il y en a qui ont été manipulés et qui ont rejoint les rangs du M23. On leur a proposé les cantonnements, ok, pour qu'on puisse séparer les Congolais. Il y a eu une voie qui a été choisie. C'est le désarmement, la démobilisation et la réintégration sociale. Dans la société congolaise, dans la communauté congolaise. Pour les Congolais. Pour les Congolais, oui. Voyez? Et pour les autres, ils n'ont qu'une seule voie. C'est rentrer chez eux. Bien sûr. Ce que nous savons de la vérité du M23, c'est que le M23 à lui seul, comme un mouvement rebelle, n'existe pas, ce n'est qu'une coquille vide. Que ce soit la logistique, que ce soit l'armée, les troupes, que ce soit les officiers, nous savons d'où ils viennent. Ils viennent du Rwanda. C'est l'armée rwandaise qui est en opération en RDC pour récupérer, selon eux, selon leur propre rhétorique, qui a évolué avec le temps, les terres qui leur ont été ravies par la conférence de Berlin. Vous voyez? Donc ça, c'est une chose qu'il montre, que Bertrand Bissuma montre, qu'il descende. C'est ça la vérité. Et lui, étant qu'individu, c'est un traître à la patrie et il sera traité comme tel. Que ce soit lui, que ce soit ses porte-paroles, comment vous l'appelez encore, Willy Ngoma, tous ces gens-là, ce sont des traîtres à la patrie. Et ils seront traités comme tels. Il n'y aura ni intégration dans notre armée, ni intégration dans notre système politique, ni quoi que ce soit qui va leur permettre d'accéder ou de passer par la voie du M23 pour adhérer à des fonctions politiques dans notre pays. Ça, c'est passé. L'histoire ne doit plus... Ces erreurs-là ne se répéteront plus jamais. Et le peuple congolais veille au grain sur cela. Et heureusement que le président Félix Tshisekedi a compris. Parce que s'il serait passé à la conge de ça, ça aurait été très difficile pour lui de nous diriger. Parce que nous ne voulons pas de ça. Alors là, le Bertrand Bissuma, tous ceux qui se disent congolais dans l'M23, qu'ils tiennent cela pour dit, pas sont des criminels. Et ils seront traités comme tels. Il s'est même donné l'audace d'évoquer les élections. Il a dit que le M23 se fiche des élections à RDC, peu importe ce qui se passe, eux ils sont là, ils peuvent faire la guerre s'ils sont attaqués. Moi, la seule chose que je peux dire, messieurs les journalistes, c'est qu'ils doivent s'attendre à ce que dans les tout prochains jours, qu'on ne parle plus du M23 et du Rwanda en RDC. C'est très important, monsieur Djamal Ousseini, parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui intéresse tout le monde. Mais que pensez-vous maintenant de cette trêve qui observe aujourd'hui? Parce que c'est cette trêve qui donne de la force dissuasive au M23, parce que le M23 continue à occuper des terres, des espaces, continue à s'affronter au groupe d'autodéfense, alors que
les FARDC sont à l'écart. Que pensez-vous de cette trêve? Est-ce qu'il faudra continuer à observer? D'autant plus que déjà le M23 a démontré sa réelle physionomie. Il a fait une sorte de déclaration de guerre d'ailleurs. Naturellement, ça c'est déjà un fait. Mais le plus important, c'est que le M23 a piétiné, a pris une position de faux vis-à-vis du mécanisme de Luanda et de Nairobi. Donc ça déjà, le M23 n'est plus un interlocuteur valable. C'est maintenant, vous savez, faire la guerre, on peut savoir quand ça commence. Mais quand elle va se terminer, et comment est-ce qu'elle va se terminer, ça c'est une autre paire de manches. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous attendons du président Félix Tshisekedi, étant que le commandant suprême de nos forces armées, en consultant les officiers supérieurs de notre armée, qu'ils puissent mettre fin à cette aventure. Parce que le peuple est prêt. Le peuple congolais est prêt. Tout ce qu'on nous demandera de faire, nous allons le faire. On nous a demandé de mobiliser notre jeunesse pour qu'elle entre à l'armée. Nous avons mobilisé notre jeunesse. On nous a demandé d'apporter des vivres à nos militaires au front. Nous l'avons fait. On nous a demandé d'amener même, de faire les dons du sang pour soigner nos blessés. Nous l'avons fait. Nous sommes prêts à appuyer notre gouvernement, à appuyer notre président, à appuyer nos forces armées. Quand il se décidera d'en découdre. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a aucune option de paix qui peut, aujourd'hui, intéresser le peuple congolais. Voilà. Je précise cela. Quand je dis qu'il n'y a pas une seule option de négociation, parce que nous savons que, face à nous, nous avons des gens qui ne sont pas intéressés en fait par la paix. Parce que si c'était le cas, on aurait déjà la paix. Mais ils sont intéressés par les conflits armés. Parce que leur but, leur objectif dès le départ, c'est de prendre une portion du territoire national, faire même base sur les ressources naturelles du Congo, au profit du Rwanda. Et aujourd'hui, ce plan-là, il est connu. Et le peuple, comme un seul homme, rangé derrière son armée et les institutions de la République, est prêt à affronter cet ennemi. Voilà. Vous avez aussi été parmi ceux-là qui ont demandé depuis très longtemps le départ de la MONUSCO pour une efficacité après plus de 2 décennies. Aujourd'hui, nous sommes en train d'y arriver peut-être. Le président Tshisekedi là, a évoqué cette question également. Et Christophe Lutundu l'avait déjà annoncé. Peut-être la MONUSCO va partir avant même la tenue des élections. Est-ce que vous pensez que le moment est opportun pour le départ de la MONUSCO? Oui. Oui. Et vous savez, si les Nations Unies avaient vraiment la volonté de pacifier l'Est de la RDC, ça aurait été fait depuis 2004. Ça aurait été fait depuis 2008. Ça aurait été fait depuis 2016. Parce que pendant ces années que je viens de citer, il y avait des véritables couloirs, des opportunités qui s'offraient en fait aux Nations Unies. Mais ils n'ont jamais voulu saisir ces opportunités. Moi, je vais prendre comme preuve de cette volonté des Nations Unies de maintenir, moi j'appelle ça un complot international contre la RDC. Pouvez-vous comprendre que le groupe d'experts des Nations Unies établisse la responsabilité avec preuve d'appui du Rwanda dans l'agression contre la RDC, mais que M. Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies, puisse dédouaner le Rwanda de sa responsabilité? Pouvez-vous vous imaginer que de la bouche du secrétaire général des Nations Unies, on écoute des paroles qui font la promotion d'un groupe terroriste comme le M23? Je dis bien promotion, il fait même la publicité. On avait parlé d'un armement sophistiqué plus que celui des FARDC. Et quand on lui a demandé d'où venaient ces armes, il dit je ne sais pas. Il vient sûrement de quelque part. Lui qui est le secrétaire général des Nations Unies, et le Conseil de sécurité des Nations Unies qui mandate un groupe d'experts des Nations Unies, qui lui donne le moyen, et le groupe d'experts des Nations Unies fait des rapports
que le secrétaire général des Nations Unies lui-même nie. Ne sommes-nous pas, nous la RDC, devant un complot international? Heureusement que nous sommes en train d'aller vers ce départ-là. Alors, raison pour laquelle j'ai dit, un ouf de soulagement. Les Nations Unies n'ont pas leur place. En tout cas, pour nous, les Nations Unies, c'est déjà un ennemi. Mais moi, j'aimerais profiter de ces plateaux pour faire une revendication forte. Les Nations Unies ont tué des Congolais. Ici à Goma, à Butembo, à Kassindi. La représentante spéciale du secrétaire général avait promis un procès contre les contingents de la MONUSCO qui ont tué la population. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est silence radio. Nous allons veiller au grain pour que justice soit rendue à ces familles-là. Nous allons veiller au grain pour que la mémoire de ces 100 versets des innocents qui étaient descendus dans la rue pour revendiquer, pour demander le départ de la MONUSCO et qui ont été fauchés, que leur mémoire soit honorée et que leur famille bénéficie de quelque chose de la part de cette MONUSCO qui doit partir. Moi, je salue le courage politique du président Félix Tshisekedi, qui a dit du haut de la tribune des Nations Unies qu'il a ramené le départ de la MONUSCO de décembre 2024 à décembre 2023. C'est parce que le président Félix Tshisekedi a compris la frustration de notre peuple qu'il parte. C'est simple. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter. Il faudra parler aussi des sanctions que les États-Unis d'Amérique auraient infligées au Rwanda sur le plan de coopération militaire. Je ne sais pas si cela aussi aura un impact sur le cours de cette guerre de prédation dans la RDC. Mais si vous aurez un commentaire à ce sujet, mais je vous ouvre la brèche maintenant pour nous étaler vos idées forces, parce que aujourd'hui on ne restera pas toujours en train de parler de la MONUSCO, le départ de la MONUSCO bien sûr, la force de l'EAC doit partir. Mais nous, maintenant, en tant que Congolais engagés aujourd'hui dans la politique, vous qui venez de vous engager dans la lutte politique, quelles sont vos idées forces qui vont accompagner ce courage politique de Félix Tshisekedi dont vous parlez, ce courage de tous ces jeunes Congolais? Aujourd'hui, nous avons battu un record dans le recrutement, près de 50 000 jeunes. Plus de 50 000. Qui ont accepté de défendre la patrie. Quelles sont maintenant vos idées forces qui vont accompagner ce courage du peuple congolais, ce courage politique et cette volonté qui commence à se manifester du président Félix Tshisekedi? Alors, commençons d'abord par les sanctions américaines vis-à-vis du Rwanda, notamment la rupture de la coopération militaire. Vous savez, le gouvernement américain, le peuple américain ou la nation américaine, c'est une nation qui a des valeurs. Et pour le peuple américain, il est hors de question qu'il puisse appuyer un État voyou, un État terroriste. Vous voyez? Et ça, c'est une première d'abord. Et puis, c'est une victoire diplomatique que nous pouvons mettre au crédit de notre gouvernement. Et ça, c'est positif. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Vous savez, l'Occident est très complexe. Mais ça ne suffit pas. La France doit suivre. Parce qu'aujourd'hui, un des grands partenaires du Rwanda, c'est la France. L'Union européenne doit suivre. Et moi, j'aimerais dire une chose aujourd'hui. Le problème de cette région, c'est un individu. Il s'appelle Paul Kagame, qui vient de se déclarer partant pour un 4e mandat. Ouais. Si on a vraiment la volonté de pacifier cette région, il faut changer la tête du Rwanda. Et nous savons que les pouvoirs en Afrique se décident parfois par les Occidentaux. D'ailleurs, ce n'est pas parfois, c'est très souvent. Donc, s'il y a quelque chose d'important à faire, c'est neutraliser ces messieurs. Les stopper. Les stopper. Parce que tant qu'il aura le pouvoir, il continuera à déstabiliser. Mais le peuple rwandais est muselé, malheureusement. En fait, le peuple rwandais, c'est un peuple malheureux. Je dis malheureux parce que c'est un peuple qui ne peut même pas exprimer ses aspirations. C'est un peuple... Vous savez, nous, le peuple congolais, on est un peuple fantastique. On est merveilleux. Nous avons
notre liberté de penser. Mais au Rwanda, par exemple, ils n'ont même pas la liberté. Ils ne peuvent même pas penser différemment de ce que veut leur pouvoir. En fait, s'il y a un peuple pour lequel il faut venir au secours, c'est le peuple rwandais. Bon, naturellement, ils ont leur souveraineté. Ça, c'est l'un langage que donc, nous allons terminer par vos idées maintenant. Voilà. Alors, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait tous les systèmes occidentaux qui doivent sanctionner le Rwanda et interdire à M. Paul Kagame de briguer un quatrième mandat. Ça sera déjà 20% de la solution pour pacifier la région. Alors, vous m'avez demandé de donner quelles sont mes idées forces. Brièvement. Ouais. Mais il y en a 12, mais ici, là, je vais aborder un seul. Vous savez, le problème que nous avons en RDC, tous les problèmes que nous avons en RDC, ont pour sous-bassement la situation sécuritaire. Parce que sans la situation sécuritaire, sans une sécurité maximale dans notre pays, on aura du mal à travailler, on aura du mal à nous développer. Alors, je voudrais que le gouvernement congolais puisse créer une banque pour nos forces armées. Parce qu'il faudrait que nous puissions hausser, revoir à la hausse la situation sociale de nos forces armées, de notre police. Aujourd'hui, notre militaire de premier rang touche moins de 100 $, alors que la femme et enfant, il doit aussi assurer l'avenir de ses enfants. Mais avec une telle solde, on ne voit pas comment cela peut être possible. Parmi les 12 idées forces politiques dont nous faisons notre cheval de bataille, il y a notamment la création d'une banque pour l'armée et la police et nos services de sécurité. Parce qu'avec cette banque, nos militaires, nos agents des services de sécurité auront la possibilité d'accéder au crédit. Qu'ils auront la possibilité d'accéder à des crédits pour construire, pour appuyer socialement leurs familles. Et ça va également, vous savez, une banque, lorsqu'il y a dépôt d'argent, la banque fructifie. Ça sera un levier, en fait, qui pourrait être utilisé pour hausser la solde de nos militaires. Mais aussi, nous avons un problème de contrôle de nos effectifs au sein de l'armée. Même le président Félix Tshisekedi lui-même l'a dit. Il a dénoncé cette mafia. Parce qu'on s'attendait à voir 16 000 hommes actifs dans la zone de Béni. Mais en réalité, il y avait moins de 5 000. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments fictifs. Alors, à travers une banque, on peut facilement gérer les effectifs réels de notre armée. Je sais qu'on a un peu de temps, mais nous sommes en train de finaliser notre offre politique que nous allons mettre à la disposition du public pour qu'ils puissent connaître quels seront nos chevaux de bataille en tant qu'élus du peuple, si jamais nous serons élus. Mais sur le plan social, brièvement, dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, il y a la cherté de la vie. Pourtant, nous avons des terres arables. Vous êtes acteur dans le secteur minier. Nous avons une terre très, très bénie en termes de minéraux. Qu'est-ce qui fait que les Congolais vivent avec moins de 2 $ par jour? D'abord, nous devons travailler sérieusement à la dédollarisation de notre économie pour avoir une stabilité d'abord monétaire. De deux, nous avons une opportunité, c'est notre service national qui aujourd'hui n'est pas utilisé à son potentiel maximal. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, le service national, il est focalisé dans un coin du pays, notamment autour dans les Kasaï, avec les projets. Et sur une catégorie des personnes, les Kuluna, les anciens. Voilà. Alors Kuluna. que, dans ma vision des choses, je vois le service national comme un outil qui crée l'emploi pour les jeunes, un outil qui crée des revenus pour les Congolais moyens. Mais au-delà de ça, il faudrait que le service national puisse intervenir dans d'autres
autres domaines de la vie économique du pays, notamment non seulement l'agriculture, mais dans la pêche, dans l'élevage, dans les infrastructures. Et que tous nos intellectuels, tous nos jeunes diplômés qui viennent des universités puissent être canalisés immédiatement, directement dans les services nationaux pour aller travailler. Imaginons-nous, dans la ville de Goma, prenons la province du Nord Kivu, si nous parvenons à pacifier nos forêts et qu'il n'y a plus des instabilités créées par les petits groupes soutenus par le Rwanda comme l'M23 et que nous pouvons initier des projets d'agriculture, ok, grandeur nature, par exemple dans le Rutshuru. Dans le Walikale aussi, il y a une très grande forêt. Vous voyez, dans le Massissi, et que nous puissions cultiver de pommes de terre, que nous puissions cultiver le maïs, que nous puissions cultiver tout, les pommes, les tomates, les oignons, que nous puissions cultiver ça. Ok? Et qu'après 6 mois, on fasse des récoltes. Ça voudra dire quoi? Tous ces jeunes gens que nous avons dans la ville de Goma, qui sont des œuvres, qui n'ont pas d'emploi, ils seront embauchés. Déjà dans notre vision des choses, nous voulons assez que l'on puisse déjà à partir de 2024 appliquer le premier palier du barème salarial de Mboudi. Ça veut dire que les derniers Congolais puissent avoir au minimum $400. Et c'est possible. C'est possible, nous avons là. C'est pas l'argent qui manque. C'est pas l'argent qui manque. Vous voyez? Et déjà, si nous pouvons appliquer cela, imaginons-nous qu'est-ce que cela aura comme impact social sur la jeunesse, sur la population. Alors que toutes ces choses-là sont possibles. Ce qui manque, c'est quoi? Ce sont des élites du peuple qui peuvent mettre ces questions-là sur la table au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse lever des options en faveur du bien-être de notre population. Malheureusement, la législative 2018-2023, on n'a eu aucun élu du peuple qui a mis cette question sur la table. Pourquoi? Les routes des desserts agricoles aussi, il faut en parler. Parce que déjà avec les services... De Goma à Walikale, il n'y a pas 500 km. Mais attendez, je vous donne quelque chose de très concret. Il faut faire une semaine de route à moto. Et peut-être ne jamais arriver. Ouais. Combien de camions sont abîmés là, quand vous passez sur la Vernabion de là-bas, vous allez voir combien de camions. Un camion s'est cassé complètement, il ne veut plus continuer la route. Vous voyez, même avec seulement le service national, on peut faire les cantonnages manuels de route pour ouvrir les routes des desserts agricoles. C'est possible de le faire. Parce que nous avons la main-d'œuvre, nous avons toutes ces jeunesses qui ne font rien, qui n'attendent qu'on leur dise voilà, allez, faites ceci et vous serez payés. Prenons les cas, tout l'argent qui est perçu dans les cas de péage de route. Cet argent part où? Si on peut canaliser ces moyens-là, cet argent-là qui est perçu, et qu'on l'oriente dans la prise en charge de ceux qui sont employés dans les cantonnages, l'entretien manuel de nos routes des desserts agricoles, on aura un impact directement. On va déjà résoudre les problèmes de la faim, ok? On va résoudre les problèmes de l'emploi. Du chômage, oui, bien sûr. On va résoudre le problème de la stabilité économique parce que c'est... Et d'insécurité aussi, parce que c'est ces jeunes qui s'adonnent aux pratiques de criminalité urbaine, des escroqueries et des vols. Déjà, un seul... moi, je vois le service national comme un levier de développement pour notre pays. Ouais. Et si ça doit être, imaginons-nous, si ça doit être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national, ça aura un impact inestimable, bien sûr. Vous voyez, et pour moi, j'en fais un cheval de bataille. On doit obtenir cela. Et je pense qu'avec, si jamais le président Félix Tshisekedi, c'est notre souhait, est réélu pour un prochain mandat de 5 ans, il est plus sensible à ce genre de questions que son prédécesseur. On a vu déjà le programme de développement de 145 territoires à la base marcher. C'est difficile, mais ça avance. Il y a quand même des résultats. Il y a quand même des résultats. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Djamal Ousseini. Je rappelle que vous êtes désormais acteur politique. C'est une casquette que vous devez déjà accepter, bien sûr. Et l'assumer aussi. N'oubliez pas. Merci beaucoup, monsieur camarade aussi, Djamal Ousseini. Même si moi je ne suis pas acteur politique, moi je vais recevoir tout le monde et je vous souhaite aussi des bonnes chances dans cette nouvelle lutte. Merci. Surtout que vous êtes toujours du côté de la population parce que en RDC, une fois dans la politique ou dans les instances de prise de décision, on oublie des populations lambda. En fait, moi, j'aimerais vraiment ici, devant nos auditeurs, si je me suis aussi décidé à me lancer dans cette bataille, c'est pour réduire ces inégalités. Parce qu'il est vraiment très difficile d'accepter qu'un élu du peuple puisse toucher $21 000
alors que l'enseignant a du mal à toucher même 100 dollars. Ouais. Et on prétend être au service de la population. Moi, si on est vraiment élu, pour nous, il faudrait vraiment qu'on revoie sensiblement. On aura beaucoup de temps de parler. Vous avez évoqué 12 idées forces. Voilà. Je pense que nous aurons d'autres opportunités. Tout va être. On aura beaucoup d'opportunités pour en parler. Nos téléspectateurs en ont tellement besoin et c'est très important pour les populations de Goma, donc qui veulent de la RDC, avoir ce genre d'idées, c'est très très important. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission critique Actu, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi des biens à la fin. Vous avez des commentaires, des propositions à faire à notre invité ou par rapport à ce sujet au président de la République ou à toutes les autres autorités. N'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Abonnez-vous à Afro Info 243. Il suffit de cliquer sur s'abonner. Activez la cloche des notifications, cliquez sur toutes et vous serez le tout premier à recevoir toutes les informations publiées sur notre chaîne télévision en ligne sur YouTube. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.